vous avez fait une très belle transition, puisque si le CEC, qui est un de nos partenaires, donc un des partenaires du collectif, m'a demandé de prendre la parole, c'est de vous parler des conséquences de cette propagande coloniale aujourd'hui. Et je vais commencer par une anecdote. Dans le collectif, il y a plus de 140 associations réparties sur toute la Belgique, la Flandre, la Wallonie et Bruxelles, la région de Bruxelles, capitale. Et dans ce collectif, on a une association, les jeunes étudiants congolais de l'ULB, qui organise d'ailleurs une conférence demain sur l'impact de l'esclavage arabo-musulman. Un de ces jeunes étudiants m'a posé une question à laquelle je n'ai pas pu répondre. Il m'a demandé, on célèbre les 50 ans de l'immigration marocaine et turque. À quand la célébration de l'immigration subsaharienne? Est-ce que nous sommes appelés à être de façon indéterminée, invisibles dans ce pays? Je n'ai pas pu répondre. Ça, c'est, je pense, un résultat à notre sens, de cette histoire qui est liée à cette amnésie collective dont on a parlé dans l'exposition. Alors, s'il y a une population africaine et congolaise, rwandaise et burundaise particulièrement, c'est qu'il y a une histoire. Et c'est le sens de leur présence ici. Alors, notre collectif a fait le constat que les premières migrations qui sont arrivées n'ont pas eu le souci, malheureusement, de penser qu'elles pouvaient avoir des enfants ici, que ces enfants grandiraient ici et qu'ils auront une vie ici. Ce qui fait que le processus de lutte pour les droits de ces personnes ici a pris du retard. Et nous avons décidé, sur les questions de mémoire et de lutte contre les discriminations, de nous associer, de réunir les associations, parce que nous avons considéré que nous n'étions pas entendus. Et dans ce sens, ce collectif est né d'une scission au MRAX, le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, parce que nous estimions que la manière dont nous étions traités, les associations africaines qui y étaient n'étaient pas traitées comme elles devraient l'être, et nous avons décidé de claquer la porte et de constituer notre propre collectif, ce qui a été fait. Il y a de grandes associations comme la plateforme africaine de Flandre, avec Billy Kalonji qui est là, Bayaya avec Mireille Robert qui est là, d'autres grandes associations, Moja, Soulawa Palab, la seule émission africaine de Belgique, l'une des seules, puisqu'il y a Africana aussi sur Radio Campus et d'autres émissions sur Radio Panique. Nous avons décidé donc de mettre en place ce collectif. Qu'est-ce que nous faisons concrètement ? Nous n'avons pas attendu l'État, parce que nous avons entendu l'État pendant longtemps, les générations qui nous ont précédés également, et on s'est rendu compte que l'État ne faisait rien, très clairement, sur ces questions. Et avec nos moyens, puisque nous n'avons pas de subsides, nous avons décidé de mettre en place des activités. On parlait de la statue équestre de Léopold II. Nous faisons des visites guidées du patrimoine colonial qui ont beaucoup de succès, du printemps à l'automne, un dimanche par mois, et beaucoup d'entre vous passent devant cette statue et ne se posent jamais la question de savoir pourquoi Léopold II ne fait pas face à son palais, mais à une banque. C'est parce qu'il veut absolument remercier son bienfaiteur qui a financé le début de son projet, le baron Lambert. Donc ING a pris la place. Voilà, c'est une des anecdotes que nous expliquons aux participants de ces visites qui vont redémarrer là, en mars, dans ce mois-ci. Donc, nous faisons ce genre d'activité. Nous organisons, nous travaillons aussi avec les scientifiques. Nous avons travaillé avec Ethiopia, avec le Centre pour l'égalité des chances, le musée, avec Bambi et Isabelle qui sont là. Nous avons fait une conférence préparatoire à un colloque international. Et pour la première fois en Belgique, il y a des actes et je remercie Ethiopia et tous nos partenaires. Je remercie également le député Jean-Jacob Bissep qui nous invite régulièrement au niveau européen à nous coordonner. Voilà, nous avons produit ça avec la participation du professeur Eliki Ambokolo. C'est l'une de nos activités aussi. Ce n'est pas seulement sur le terrain, mais c'est aussi au niveau scientifique. Donc, si vous voulez la voir, voilà, ça s'intitule « Lutte contre les discriminations au regard de l'histoire et de la mémoire coloniale ». On fait un état des lieux préparatoire à un grand colloque international que nous espérons avoir lieu fin novembre 2014. Nous organisons également d'autres activités. Nous nous sommes rendus compte que l'histoire n'était pas enseignée dans les écoles.
l'histoire dont on vient de parler. Et quand je suis parti du MRAX, parce que j'ai travaillé au MRAX, et après ce conflit qui a été très très violent, vous l'avez suivi, certains d'entre vous l'ont suivi, qui s'est soldé par notre licenciement avec mon collègue Malamine Fadiaba qui est dans la salle, j'ai décidé de ne plus travailler pour l'associatif. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que notre pays, vous le savez, dans notre pays, les partis ont un pouvoir assez important, ont une influence sur les associations et tentent de donner une certaine direction à ces associations-là. Et quand nous n'allons pas dans le sens que les partis veulent, on ne vous donne pas de subsides ou alors on vous met des bâtons dans les roues afin que vous puissiez tomber. Ça, c'est le problème. Et j'ai dit, normalement, l'engagement associatif ne doit pas être subordonné à un salaire. Il doit être subordonné d'abord à des convictions. Et j'ai décidé de me former et d'entrer dans un domaine où cette histoire peut générer des fruits positifs, l'enseignement. Je suis devenu professeur à l'Athénée Royal de Rixensart. Et je me suis rendu compte sur le terrain que les élèves étaient complètement ignorants. Et que les professeurs, mes collègues, quand je leur raconte cette histoire, ils sont complètement ignorants de cette histoire. Ça veut dire quelque chose sur l'état actuel de notre société. Et je dirais, le cadre, comment la mémoire coloniale était traitée aujourd'hui en Belgique. Pour faire bref, je prendrai cette phrase d'Aimé Césaire que je prends souvent dans son livre « Le discours sur le colonialisme » où il dit « Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. » L'un des principes qui est au cœur de notre démocratie, c'est l'égalité. Et nous nous sommes rendus compte que nous n'étions pas traités de la même manière au niveau du roman national ou de l'histoire dont on nous parle. Je me rappelle, étant étudiant en première année à Saint-Louis, avoir participé à ce débat où on avait invité des politiques comme Isabelle Durand, Philippe Pivin et d'autres qui étaient là. Et je leur avais posé la question de savoir, vous parlez d'intégration, mais intégration par rapport à quoi et par rapport à qui? Et on m'avait répondu, Philippe Pivin du MR m'avait répondu, l'un de ses axes de réponse était de dire il faut connaître l'histoire de la Belgique. Mais moi, je suis arrivé en Belgique en 2004 et je me suis rendu compte que, fraîchement arrivé, je connaissais mieux l'histoire de la Belgique que certains Belges eux-mêmes. Ce qui est aberrant. Je pense qu'il y a un travail à faire. Je continuerai par dire ce que l'État dit sur l'état de cette histoire. Sur son propre sol. Ce n'est pas nous qui le disons, parce que quand nous le disons, on nous dit, c'est pour ça que nous avons commencé à travailler avec les scientifiques, vous n'avez pas de preuves scientifiques de ce que vous dites. Voici ce que le Centre pour l'égalité des chances, un de nos partenaires, institution fédérale financée par l'État, dit sur la colonisation belge, suite à ce qu'on a appelé l'année des personnes d'ascendance africaine, décrétée par l'Assemblée générale des Nations unies, 2011, où on n'a rien fait en Belgique, alors que l'ONU incitait à mettre en avant les personnes d'origine et d'ascendance subsaharienne, d'ascendance africaine, d'ascendance noire. Rien n'a été fait, sauf un dossier de presse notable du Centre pour l'égalité des chances qui dit ceci. La Belgique connaît en effet mal sa migration congolaise et africaine en général et entretient une relation difficile avec son passé colonial. Or, interroger notre relation à l'altérité noire et lutter contre les préjugés et la discrimination dont sont victimes les personnes d'origine subsaharienne passe aussi par la réconciliation des mémoires. Et le centre continue. Autant le groupe des Maghrébins est perçu comme une menace et un groupe peu désireux de s'intégrer, les Africains subsahariens sont eux perçus de façon inférieure. Ce qui les caractérise est leur tempérament gai, enjoué et l'intérêt qu'ils attachent à leur apparence. Leur philosophie de vie est très variée, plus orientés sur le plaisir et moins sur le travail. Les Africains vivent aussi davantage en communauté, ce qui peut occasionner des nuisances. Nous sommes en 2011. C'est le centre qui écrit ça, après des études dans la population belge. Donc, ce que le professeur a montré dans l'exposition d'ICEC accourt encore aujourd'hui. Les mentalités n'ont pas profondément changé. Parfois, nous avons des sourires, mais ce sont des sourires de façade. La manière dont nous sommes considérés n'est pas toujours au même niveau que les autres. Alors, nous ne sommes pas perçus comme une menace, mais voilà, ce sont des babacools. C'est ce que mes élèves m'ont dit un jour que je me suis énervé parce que je les trouvais complètement calamiteux dans leur comportement.
Je leur ai dit que moi j'ai étudié dans le secondaire en Afrique et ils m'ont dit on ne pensait pas que vous alliez être fâchés parce que pour nous les Noirs sont toujours cool. Ils ne se fâchent jamais. Ce sont des choses qui existent malheureusement. Et aujourd'hui il y a un match de la Belgique. S'il y a des Belges d'origine congolaise qui marquent des buts pour que la Belgique aille en Coupe du Monde, on est très content. Mais quand il y a des Belges d'origine africaine qui font des choses au niveau intellectuel, ils ne sont pas valorisés comme il se doit. Nous trouvons ça inacceptable également. On parlait du noir qui... Et je ne vous ai pas amené toute la collection de ce que le centre a donné comme stéréotype. Le noir danseur, le noir retardataire, voilà, tout ça. Moi, j'ai toujours dit... Il y a certains Noirs qui croient. Cette mentalité a été tellement ancrée qu'ils croient qu'ils arrivent toujours en retard. Non, c'est parce que quand un Blanc ou un Chinois arrive, on ne le remarque même pas. C'est ça la différence. Et je l'ai connu, cette discrimination, je l'ai connue à Saint-Louis. Entre un Blanc et un Noir qui arrive en retard, ils n'ont pas le même statut. Malheureusement. Et je ferai une incise ici sur le livre Congo de David Van Riebeeck. On a entendu des discours lénifiants sur ce livre. Je peux vous dire que moi, dans la population subsaharienne, les gens sont atterrés par ce livre. Parce que c'est un livre, je vais le dire de manière cash, propagandiste, qui va dans le sens de la propagande néocoloniale. Nous ne l'avons pas aimé du tout. J'ai juste lu la partie où il parlait de Patrice Lumumba. J'ai été écœuré. C'est-à-dire que pourquoi Jean-Paul Sartre a parlé de mythe? Pourquoi? Je ne vais pas donner la réponse, mais je renvoie à ce que vous alliez chercher. Pourquoi est-ce que ce gars il y a de plus grands qui ont lutté pendant longtemps, mais lui, ça a été très court. Le professeur parle d'étoiles filantes. Mais pourquoi est-ce que certains ont parlé de mythe et qu'il représente aujourd'hui l'image de l'indépendance de l'Afrique? Voilà. Je pense qu'à partir du moment où on lénifie des livres comme ça qui sortent et qui ne vont pas dans le sens d'une réconciliation des mémoires, mais qui contribuent à blesser, je pense qu'on n'y arrivera pas. Le lien entre la propagande coloniale, les préjugés et les discriminations, c'est aussi dans les livres. Tintin au Congo, on a connu le procès, le fameux procès, le nègre paresseux. Et il y a notamment cet article, très très bon article de Nathalie Bolland qui a écrit pour le Morax à l'époque, bon c'est très petit malheureusement, où on voit dans la presse certaines illustrations qui expliquent pourquoi ces préjugés, ces stéréotypes existent jusqu'aujourd'hui. Par exemple, le nègre ne crée rien, il imite admirablement. Le nègre cannibale. Alors, cette mémoire et cette histoire commune sont très peu valorisées. Comme je vous l'ai dit. Prenons l'exemple du débat sur la place Lumumba. La manière dont ce débat a été conduit. Ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a toujours fait dans l'histoire coloniale, le diviser pour mieux régner. On a pris une députée, une conseillère communale d'origine subsaharienne, d'origine burkinabé, qui nous dit « Ah, moi je suis sankariste, je suis un partisan de Thomas Sankara », et qui se retrouve au MR avec des positions anti-immigrés, c'est-à-dire très colonialistes, c'est quand même aberrant. Et qu'elle vienne nous dire que Lumumba serait, une place Lumumba attirait de la violence. Voilà comment on traite la mémoire en Belgique. Lumumba, c'est une histoire belge aussi. Et il faut le dire haut et fort. Malheureusement, il y a encore dans certains partis politiques des descendants du capitalisme financier belge qui ne voudront jamais voir dans aucune commune une statue érigée en l'honneur de Lumumba. Et on veut parler de réconciliation. La commission d'enquête parlementaire belge qui a été mise en place, elle a donné quoi? Rien du tout. Qu'est-ce qu'elle a donné? Encore un nouveau procès Lumumba qui va avoir lieu bientôt contre des Belges. Voilà où on en est. Et je vais terminer par cette dame pour vous montrer l'absence de valorisation des migrations subsahariennes en Belgique, ce que celle qu'on a appelée l'infirmière oubliée. Et je pense que nous, Belges, nous devrions avoir honte du sort que nous avons fait à cette dame, Madame Augusta Chiwi, qui, lors de la Deuxième Guerre mondiale,
a été l'une des 2 infirmières à soigner les soldats américains qui défendaient la Belgique dans les Ardennes à Bastogne. Les Américains, c'est un Américain qui a écrit ce livre, Martin King, aux éditions Racine. Aucun Belge n'a pensé à écrire sur cette dame. Les Américains l'ont décoré. C'est à partir du moment où les Américains l'ont décoré que les Belges se sont dit « Ah, chut, on a oublié de la décorer, cette dame. » Et on a attendu qu'elle ait 90 ans pour la prendre discrètement, l'amener au cabinet de crème et lui donner une décoration. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une rue au nom d'Augusta Chiwi? L'autre infirmière est morte, elle est restée seule sous les bombardements à soigner les soldats américains. Les Américains l'ont amenée sur un porte-avions. En présence de... Et c'est un Américain qui a écrit le livre. C'est un autre exemple de la manière dont la mémoire est traitée. Et je sais que les élections arrivent. Beaucoup de partis politiques que nous sommes allés voir nous ont promis des choses. Certains nous ont dit, on va voir si on peut mettre une ligne dans notre programme sur la mémoire. Mais nous n'avons pas attendu puisque nous donnons des cours d'histoire maintenant. Nous essayons de les donner malgré les difficultés que nous avons. Et nous espérons que vous allez nous rejoindre dans cette lutte que nous menons ardemment grâce à des gens comme Ken Ndiaye qui, malgré nous n'avons même pas de local, hein, et qui nous prête son local de façon gratuite et nous l'en remercions. Nous remercions tous ceux qui sont avec nous pour ce combat qui n'est pas facile. Hein. Vous savez, parfois on vous ferme des portes parce que vous portez cette parole. Et nous le savons. Parfois, on dit des choses sur vous pour vous calomnier parce que vous portez cette parole. Et parfois, on fait dire à des Congolais que vous n'avez pas la légitimité de porter cette parole parce que vous n'êtes pas Congolais. Et je précise que le collectif est panafricain et que cette histoire, nous la portons tous. Si je suis arrivé à cette histoire, c'est qu'à 19 ans, j'ai connu un monsieur magnifique. Je pense que c'est l'un des leaders les plus intelligents que nous ayons jamais eu, c'est Patrice Lumumba. Merci.